chaise. Je vais bouger. Je sais pas me préparer. Mesdames, Messieurs, je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal. Kevin, il te revient de faire l'appel. Bonjour à tous, donc Armand Rivière, Rachel Sacusi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Jean-Marie Bousquet, Julie Garcin-Sodo. En retard, elle arrive. Thomas Guiraud. En retard, il arrive. Il est là. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Robert Vivares. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. François Castillo. Présent. Katia Siet. Présent. Georges Lopez. Nadia Bentahar. Patrick Delbach. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Gilbert Castignera. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Annick Sadje. Présente. Et Sergi Vora. Merci. Il convient de désigner un ou une secrétaire de séance. Je propose la candidature de Rachel Sacusi. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Le premier point du conseil municipal est une modification d'une délibération prise dans le cadre de la délégation d'élus siégeant au comité de jumelage avec TAM, le comité de jumelage étant associatif. Il convient d'acter le remplacement de Jean-Marie Bousquet par le conseiller délégué à la vie associative, soit Gilbert Castinera. Est-ce que cela appelle des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Et il convient en point 2 d'approuver le jumelage avec cette commune de Tam, qui est une commune allemande, qui nous a donc été proposée par le comité de jumelage créé pour l'occasion. Et également noter les points de travail éventuels avec TAM, qui sont des points de travail plutôt classiques, donc la compréhension, le respect et l'amitié entre nos deux peuples au travers d'échanges culturels, scolaires et sportifs entre nos deux communes. Et nous avons également souhaité, en accord avec le maire de TAM, y ajouter la transition écologique et le développement durable, en imaginant qu'il puisse un jour y avoir, notamment par les systèmes de visio, des échanges entre les élus ou les agents qui ont ces thématiques en compétence dans chacune des collectivités. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
C'est des délibérations qu'il nous faut reprendre à la suite du conseil municipal dernier où les indemnités des adjoints, du maire et des conseillers municipaux délégués avaient été revotées. Nous avons une remarque du Trésor public qui concernait d'ailleurs plus celle de 2020 que la dernière, nous disant qu'il fallait distinguer à la fois l'enveloppe, le montant global de l'enveloppe tel que nous souhaitions le fixer. Donc, sur le principe, nous étions partis en 2020 sur l'idée, et nous le poursuivons, de ne pas acter, pour les indemnités des élus du moins, le surclassement de la commune en commune touristique, ce qui aurait fait que l'enveloppe aurait été plus conséquente, de maintenir, comme les mandats précédents, l'enveloppe en fait et cause de la commune qui est chef-lieu de canton, et de baisser cette enveloppe globale dans la répartition de 5% au total. C'est donc le point 3, la fixation de l'enveloppe, et après le vote plus classique du régime d'indemnité des élus. Et là, nous avons une remarque du contrôle de légalité de la préfecture nous demandant de justifier le fait que la première adjointe ne percevait pas d'indemnité. Donc ils ne se sont pas non plus aperçus, a priori, dans le contrôle de légalité, que l'adjoint aux finances n'en percevait pas. Donc aussi bien l'un et l'autre font valoir l'article L2123-17 du Code général des collectivités locales et estiment donc que leur indemnité peut être reversée dans l'enveloppe globale qu'ils ne souhaitent pas, eux, y prétendre. Je vous propose, sauf s'il y a des questions particulières, de soumettre au vote donc là le point 3 qui est la fixation de l'enveloppe, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, et de voter le point 4 qui est la répartition de la dite enveloppe, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Le point 5 est une délibération portant sur le projet d'installation d'une caserne de gendarmerie au sein du futur quartier Saint-Christol. Il s'avère, où nous constatons avec les forces de gendarmerie picénoises, que les locaux dans lesquels sont hébergés depuis longtemps maintenant le PSIG et la brigade de recherche sont à la fois dans un état plutôt ancien et ne permettent pas l'hébergement de toutes les personnels affectés à ces fonctions-là ou à ces services-là. Donc, afin de se garantir, ou en tout cas d'être force de proposition dans le cas où l'État souhaiterait transférer ses locaux et transférer le personnel lié à ces locaux, nous avons souhaité être force de proposition et de pouvoir proposer que ces services-là puissent s'implanter à l'avenir dans le quartier Saint-Christol, évidemment. C'est une proposition que nous faisons ce soir, si vous en délibérez ainsi, officiellement au service de l'État. Est-ce que cela appelle des questions particulières? Oui? Ça appelle une observation par rapport aux quartiers qui sont aujourd'hui habités avec deux casernes de gendarmerie. Donc la question que nous avons au niveau du groupe, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose d'opportun? Bien sûr, pour la gendarmerie, ça peut être un élément qui permet de fixer une caserne importante à Pézenas. Par contre, pour la sécurité de la ville, et pour donc juste une réflexion par rapport à ça, il eût peut-être été intéressant qu'on puisse discuter avant le conseil municipal de sujets de ce type. Mais par rapport au quartier et par rapport à l'implantation des casernes de gendarmerie dans les quartiers, aujourd'hui, nous avons une inquiétude parce que cette implantation permet de voir du bleu dans la ville, d'avoir quand même une certaine circulation, des véhicules. Et demain, finalement, si on a une caserne qui est à Saint-Christol, elle est abouchée directement à un échangeur autoroutier. Donc, on n'aura plus ces effets-là. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on s'abstiendra, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment pu prendre le temps de réfléchir à cette opportunité. Donc, sur le principe, c'est quelque chose qui est à étudier si ça permet de fixer la gendarmerie sur Pézenas de manière définitive et peut-être avec des négociations à avoir avec la gendarmerie pour étendre les services existants sur Pézenas, mais une inquiétude, un point de vigilance, donc c'est dans ce cadre que nous nous abstiendrons. Juste, je ne veux pas rentrer dans un débat, mais je me suis peut-être mal exprimé ou la délibération n'était peut-être pas suffisamment claire. La gendarmerie nouvelle en dessous de la caserne des pompiers resterait en dessous de la caserne des pompiers. C'est seulement le PSIG et la brigade de recherche qui est aujourd'hui implantée à côté du lycée, des lycées
et de l'agence technique du département qui, elles, seraient regroupées dans un même lieu, enfin qui seraient regroupées, transférées dans un lieu à Saint-Christol, permettant de regrouper le nombre de logements nécessaires pour ces services-là. Mais il n'a jamais été question de sortir la gendarmerie classique, si je peux le dire ainsi, de l'endroit où il est implanté aujourd'hui. C'est vraiment uniquement dans le but, justement, de préserver la brigade de recherche et le PSIC sur Pézenas, ce qui n'est pas anodin et qui n'est pas le cas de toutes les villes. Et puis nous l'avions avant que le Pézenas soit sous zone de gendarmerie, que nous faisons ce choix-là d'être proactifs dans la proposition pour pas que nous nous retrouvions devant le fait accompli dans peut-être ne serait-ce que 10 ans, hein, ou peut-être moins, de services de l'État qui souhaiteraient une rénovation ou des locaux existants ou une extension, et cela ne serait pas possible puisque l'enveloppe est contrainte. D'accord. Donc, juste question, donc c'est effectivement plus rassurant, et c'est une solution qui est bien meilleure. Simplement, est-ce que dans le cadre de ce transfert, qu'est-ce qui est prévu en termes de réutilisation de la caserne actuelle? Est-ce que c'est du logement, une densification du logement? Est-ce que c'est un projet de logement touristique? Parce que c'est un quartier qui peut s'y prêter avec la proximité du camp hôtel. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion aussi de la ville sur les abords de la caserne actuelle et notamment sur le déplacement du département, du conseil départemental, qui aujourd'hui donc embolise finalement une surface importante aux portes du lycée, et on pourrait envisager, enfin de la cité mixte, on pourrait envisager d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est les questions que nous nous poserons. Donc moi par contre je pense que on va suggérer qu'on vote positivement sur cette démarche-là, parce que c'est pas du tout ce que nous avions compris, et c'est très rassurant sur la première partie. Donc, c'est bien pour ça que j'ai souhaité faire la précision en réponse. Pour la deuxième partie de votre intervention, ou en tout cas la seconde intervention, à ce jour, comme vous le savez, c'est une propriété du département de l'Hérault. Donc la ville de Pézenas pourra être force de proposition. Elle a éventuellement des idées, hein, que ce soit du logement, que ce soit en lien avec la communauté scolaire, que ce soit aussi sportif. Mais il faudra que ces discussions aient lieu avec le propriétaire des terrains et des bâtiments, prenant en compte à la fois l'agence des routes qui est à côté, mais aussi le patrimoine municipal qui est pas loin, puisqu'il y a l'école maternelle. Mais à ce jour, rien n'est fixé. Ce sont juste des idées. Et je pense que le département est un peu comme nous. Il faudra attendre la position de l'État et de la gendarmerie avant de savoir si réellement ils sortent de ces locaux-là, qui sont certainement aussi liés avec le gestionnaire du patrimoine, qui pour le coup n'est pas le département, par un bail amphithéotique ou des baux qui créeront d'autres questions en cascade. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc tout le monde sauf une abstention. Oui, tout le monde sauf une abstention qui était là. Enfin, je pense que dans vos rangs, tout le monde a voté pour. Je passe la parole pour le point 6 à Julie Garcin-Sodo. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Excusez-moi pour les quelques minutes de retard. Alors, convention relative aux conditions de mise à disposition à titre gratuit d'utilisation du logiciel Hydraclic du SDIS de l'Hérault, gestion des points d'eau incendie. La Com d'Aglo Hérault-Méditerranée exerce la compétence DECI, défense extérieure contre l'incendie, depuis janvier 2020. Ce service public est mené en collaboration avec les services communaux pour maintenir, voire améliorer la gestion et l'efficience du parc incendie. Certaines communes sont dotées de services de prévention qui font le lien avec les services de la CAM, en application du pouvoir de police du maire. À ce titre, et pour suivre l'évolution quotidienne du service public de la DECI, un travail a été mené avec le service départemental d'incendie de secours de l'Hérault, qu'on appelle SDIS, pour que chaque commune, chaque responsable de service technique et chaque chargé de mission prévention puisse avoir accès à la lecture Hydraclic pour vérifier les caractéristiques des points d'eau incendie de la commune. Ainsi, pour ce faire, Monsieur le maire sollicite le conseil municipal l'autorisation de signer la convention permettant l'accès à ce service. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Le point 7 est l'acquisition des lots 19, 27, 29 et 32 appartenant à la société ASC Promotion Immeubles, donc du 4 rue Jean-Jacques Rousseau. Comme vous le savez, la ville, sous la municipalité précédente et l'actuelle, a acquis des parties de cet immeuble, et ces lots correspondent essentiellement aux parties communes, ce qui peut paraître étrange, mais c'est le cas. Et cette société étant dans des procédures judiciaires, il a été proposé à la ville de pouvoir acquérir ces parties
pour en faire la continuité avec les siennes. Donc c'est la proposition que nous vous faisons pour la somme de 15 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et je passe la parole à René Verdeil. Merci, monsieur le maire. Donc, suite au rapport d'orientation budgétaire présenté le 6 mars en conseil municipal par monsieur le maire, nous avons la suite, si je puis dire, concernant les finances et le budget. Donc, nous avons là une création d'une autorisation de programme crédit de paiement qui concerne le financement des travaux de réhabilitation de la maison consulaire. Les crédits de paiement donc, sont inscrits au budget et l'autorisation de programme nous permet, sur la base d'une prévision, de prévoir sur plusieurs années le financement des travaux que nous aurons à réaliser. Donc cette autorisation de programme est d'un montant d'1 million d'euros, avec des inscriptions prévues de 350 000 euros pour 2023, 330 000 euros pour 2024 et 320 000 euros pour 2025, en espérant obtenir des subventions extérieures aux finances de la ville. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer au titre de l'année 2023 sur l'ouverture d'une autorisation de programme qui pourra bien entendu être corrigée autant que faire se peut durant les années suivantes. Donc je vous ai donné les caractéristiques suivantes. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je laisse à nouveau la parole à René Verdeil. Donc là également, comme ça vous a été indiqué, pour les taux d'imposition 2023, mais il n'y a pas de modification par rapport à ce qui était déjà existant en 2022. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puisque sur les résidences principales, elle a été supprimée. Le taux est de 22,12%. Sur les propriétés bâties, 52,95%. Et sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 84,91%. Donc, pas d'augmentation des taxes communales, ou en tout cas du taux sur lequel est appliqué, du taux communal des taxes locales. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Madame Sadger. Oui, lors du dernier mandat, vous nous aviez interpellé sur les taux élevés d'imposition. Et vous aviez préconisé un abattement pour les personnes fragiles, enfin invalides. Avez-vous avancé sur ce projet? Non, nous n'avons pas avancé sur le projet. Pour l'instant, nous faisons face à 1 200 000 euros de dépenses supplémentaires liées à l'inflation qui ne nous permettent pas, malheureusement, de faire d'autres choix fiscaux, sinon nous les ferions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je passe la parole à Gilbert Castinera. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2023. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'attribuer les subventions de fonctionnement aux associations suivant la liste qui vous a été fournie en pièces jointes. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les subventions de fonctionnement aux associations? Je peux passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je repasse la parole à Gilbert Castinera. Alors là, le point 11 concerne l'attribution des subventions de fonctionnement événementiel pour l'année 2023. Monsieur le maire informe le conseil que plusieurs associations de la commune ont sollicité l'attribution d'une subvention événementielle de fonctionnement pour participer au financement de leur manifestation. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soutenir financièrement l'organisation de ces manifestations qui concourent pleinement à l'animation de la commune et à son rayonnement. Les subventions événementielles proposées, établies sur la base du budget prévisionnel de chacune des manifestations, seront versées sous réserve de la réalisation effective de l'événement.
Chaque association sera tenue de rendre compte de son action relative au programme présenté à la commune. Par ailleurs, la commune pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu'elle jugera utile, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s'assurer du bien fondé des actions entreprises par l'association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la commune. Chaque association sera tenue de présenter le bilan financier définitif de la manifestation, certifié par un comptable ou un commissaire aux comptes. Il est précisé que le montant de la subvention pourra être revu à la baisse au prorata des dépenses réellement engagées au regard du budget prévisionnel. Il est proposé d'allouer un montant de 69 900 €. Alors, il y avait une coquille sur le document initial qui mentionnait 70 400. Donc, c'est bien 69 900 € de subvention événementielle pour l'organisation des manifestations dont la liste figure en pièce jointe. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie et je cède la parole pour la présentation des budgets primitifs 2023 à René Verdeil et à Frédéric Roy. Merci, monsieur le maire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce budget fait suite au rapport d'orientation budgétaire du dernier conseil municipal. Je voudrais à cette occasion remercier à la fois mes collègues élus, le personnel municipal, pas seulement celui qui a fait le budget, mais aussi celui qui a fait le budget, parce que monsieur le maire avait demandé un effort à tout le monde pour qu'on tienne les dépenses de fonctionnement, car comme vous le savez, si on ne maîtrise pas les dépenses de fonctionnement, ça veut dire qu'on se limite fortement pour pouvoir investir, et que ce n'est qu'à cette condition qu'on peut effectivement réaliser un certain nombre de choses, de celles que nous avons pu réaliser depuis que nous sommes arrivés en 2020. Donc merci, et je vais passer la parole donc à monsieur Roy pour qu'il fasse la présentation de ce budget 2023. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire une présentation de l'ensemble des budgets primitifs soumis au vote du conseil municipal de ce soir. Donc, la première partie de la présentation portera sur le budget principal. On enchaînera ensuite avec les budgets annexes. Et pour terminer, avec une présentation du projet de budget du Centre communal d'action sociale, des données en fait issues du rapport d'orientation budgétaire du CCAS, puisque le conseil d'administration du CCAS ne s'est pas encore prononcé, n'a pas encore voté son budget primitif. Donc pour le budget principal, donc pour entrer, on va dire, en douceur un petit peu dans la présentation, si on doit résumer le budget 2023 en 4 chiffres principaux. Donc au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, elles s'établissent à 12 140 000 €, les recettes réelles de fonctionnement à 12 890 000. Les dépenses réelles d'investissement se porteront pour 2023 à 8 800 000 € pour des recettes réelles d'investissement de 5 790 000. Donc au total, le budget principal est un budget qui s'établit à un peu moins de 25 millions d'euros, 24 750 000, qui se décline en section de fonctionnement 15 555 000 € et en section d'investissement 9 195 000. Les 3 points principaux qu'on a souhaité mettre en avant, donc un autofinancement prévisionnel de 3 412 000 € exactement, un stock de dette au 1er janvier de 15 millions, légèrement plus de 15 750 000 €, donc là c'est l'intégralité de la dette portée par la ville de Pézenas, intégrant la dette relative au terrain de Saint-Christol, donc une dette contractée auprès de l'EPF Occitanie, et la dette purement bancaire qui s'établit, elle, à 13 230 000 €. Dernier point, donc les dépenses d'équipement, donc vraiment les dépenses, on va dire, d'investissement hors dette de 5 292 000 €. Si on rentre un peu plus dans le détail du budget principal, donc un budget classique, section de fonctionnement et section d'investissement. Donc les recettes de fonctionnement se porteront
Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, 15 555 000 euros pour des dépenses de fonctionnement de 12 143 000. Donc, le différentiel entre les deux, c'est l'autofinancement prévisionnel qui apparaît en bleu. Donc, pour 3 412 000 euros. Et donc, cet autofinancement prévisionnel vient alimenter, abonder les recettes de la section d'investissement. Donc, on le retrouve en recettes d'investissement sur la partie droite de la présentation. Ces recettes d'investissement seront complétées par des cessions immobilières, donc pour 1 588 000 euros, qui correspond en fait à la cession des terrains dits de Saint-Christol à la CEMOP. On complétera également le financement de la section d'investissement par une prévision de recours à emprunt de 2 millions d'euros. D'autres recettes financières donc, qui comprennent le fonds de compensation sur la TVA et les taxes d'urbanisme à 773 000 euros et des subventions d'investissement, donc ces subventions qui ont été notifiées et les reports de subventions inscrites au budget 2022 pour 877 000 euros. Donc il y a des demandes de subventions qui sont émises de manière régulière, qui ne sont pas encore notifiées, donc ne seront pas inscrites au budget. Le budget sera certainement modifié au vu des prochaines attributions de subventions lorsqu'elles parviendront à la ville. Au niveau des dépenses d'investissement, donc en équilibre des recettes, une prévision de remboursement du capital des emprunts d'1 420 000. Le paiement fractionné donc des terrains dits de Saint-Christol à l'EPF Occitanie pour 1 584 000 euros et des dépenses d'équipement donc de 5 292 000 euros. Pour entrer un peu plus dans le détail sur la section de fonctionnement, donc les recettes réelles de fonctionnement donc, se porteront à 12 886 000 euros. Et elles se décomposent principalement donc, en fiscalité locale, donc le produit des contributions directes, pour presque 8 millions d'euros, ça représente 62% des recettes réelles de fonctionnement. Viennent ensuite les dotations et participations de l'État et de nos autres partenaires pour 2 589 000 euros. 20% des recettes, donc ensuite les produits des services pour 1 179 500. Les autres impôts et taxes qui ne relèvent pas de la fiscalité directe locale, donc 868 000 euros, et d'autres produits de gestion courante, principalement les loyers sur le patrimoine de la ville, pour 198 000 euros. Les charges de fonctionnement, donc en dépenses réelles, on est à 12 143 000 euros. Avec le premier poste de dépenses sont les charges de personnel pour 54%, donc pour 6 536 500 euros. Donc ensuite, on a les charges à caractère général avec une forte progression des charges à caractère général par rapport au budget 2022 lié aux effets de l'inflation et à la crise énergétique. Donc pour un peu plus de 3 millions d'euros. Les autres charges de gestion courante donc, qui représenteront 2 036 500 euros. Et les charges financières, donc le paiement des intérêts et des emprunts, qui représentent 4% des dépenses réelles de fonctionnement. Un rappel sur le contexte qui a conduit à l'élaboration du budget, donc des contraintes fortes sur les recettes de fonctionnement, avec une prévision de diminution des recettes de fonctionnement de 357 500 exactement. Donc une perte de recettes de la DGF liée à la baisse de la population entre 2022 et 2023, donc moins 14 500 euros. La fin de la mise à disposition des agents à la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée dans le cadre des compétences eau et assainissement, moins 105 000 euros par rapport au budget 2022. La fin de l'allocation de l'hôtel de Pérat à l'Office du tourisme Cap d'Agde de Méditerranée pour moins 48 000 euros. Et l'estimation de baisse de recettes sur les droits de mutation à titre onéreux. Donc on anticipe une baisse des transactions immobilières par rapport à 2022. Ça devrait représenter 190 000 euros en perte de recettes sur 2023. Au niveau des charges de fonctionnement, donc au global, une prévision d'augmentation des charges de fonctionnement de plus de 1 200 000 euros. À absorber donc sur un exercice. Principalement, donc c'est la hausse des coûts énergétiques qui est budgétée à plus 900 000 euros par rapport à 2022. La hausse des prix des fournitures courantes des services, plus 60 000 euros. La hausse de la contribution au service départemental d'incendie et de secours, plus 26 000. Le dégel du point d'indice, donc sur une année pleine, à
plus 130 000 euros, et la hausse des frais financiers, 100 000 euros dans le cadre d'emprunts conclus à taux variable. Donc là, une déclinaison du budget, on va dire, au service des politiques municipales. Donc, c'est une déclinaison du budget par fonction. Donc, sur les dépenses réelles de fonctionnement qui ont pu être ventilées, se portent à 11 620 000 euros. Donc, pour les services généraux, on est à 3 730 000 euros, 1 290 000 pour la sécurité et salubrité publique, 1 150 000 pour l'enseignement et formation, 2 520 000 pour la culture, jeunesse et sport, 470 000 euros pour la participation à l'action sociale, représentée principalement par le versement de la subvention de la ville au centre communal d'action sociale, 2 110 000 euros pour les aménagements, services urbains et environnement, 200 000 euros pour l'action économique et 130 000 euros sur les transports. Au niveau de l'investissement, donc c'est un peu plus de 4 millions de dépenses réelles d'investissement qui ont été ventilées, déclinées par fonction. Les autres dépenses étant celles relatives à la dette, qui ne sont pas déclinées, enfin qui ne se déclinent pas. Donc sur les services généraux, on est à 516 000 euros de dépenses d'investissement. Sur la sécurité, donc 47 000 euros, 1%, 110 000 euros sur l'enseignement, 963 000 euros sur la fonction culture, jeunesse et sport, 1 760 000 euros sur l'aménagement, services urbains et environnement, 65 000 euros sur l'action économique et 589 000 euros sur les transports. Au niveau des subventions qui vont être versées, enfin, qui sont budgétées dans le cadre de l'exercice 2023, donc une première information liée aux subventions de fonctionnement aux associations avec une enveloppe de 225 000 euros. La subvention d'équilibre versée au théâtre pour 360 000 euros. Les subventions versées dans le cadre du dispositif OPA, 22 000 euros. Une subvention versée au cinéma, une subvention d'équilibre également, donc 85 000 euros. La participation de la ville au paiement de la réhabilitation de la piscine communautaire pour 74 832 euros et la subvention versée au CCAS pour 400 000 euros. Pour rappel, donc 350 000 euros versés en 2022 au CCAS. Donc voilà, la présentation du budget principal est terminée. On va rentrer dans la présentation des budgets annexes. Donc 4 budgets annexes dans le périmètre de la ville de Pézenas, camp hôtel, cinéma, théâtre et parking. Donc, on a fait une présentation agrégée de l'ensemble de ces budgets compte tenu du poids relatif par rapport au budget principal. Donc sur les dépenses totales réelles des budgets annexes, elles se porteront à 2 210 000 euros dans leur totalité, avec pour le camp hôtel donc 294 500 €, je précise, donc là on est sur les dépenses réelles totales, fonctionnement et investissement confondus. Au niveau du cinéma, on sera à 189 980 €, représentant donc 9% des dépenses totales réelles. Sur le parking, 1 185 000 euros de dépenses. Et sur le théâtre, donc 545 500. Pour les ressources, donc 2 210 000, on est équilibré par rapport aux dépenses. Donc pour le camp hôtel, donc 264 000 euros. Le cinéma, 143 914 précisément. Le parking, 1 281 616 euros, donc comprenant une prévision de recours à l'emprunt de 650 000 euros. Et donc le théâtre, 527 543 euros. Pour le CCAS, donc le projet de budget 2023, donc des dépenses réelles de fonctionnement de 1 150 550 euros, donc équilibré, dépenses recettes sur le projet de budget. Les dépenses réelles d'investissement, donc 36 493 euros, donc équilibré également en recettes, donc un budget total du CCAS de 1 186 000 euros. Voilà pour la présentation de l'ensemble des budgets de 2023. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Frédéric, merci aussi évidemment au service finance et au service de la ville, comme l'a dit René Verdeil, qui dans cette année particulière sur les augmentations de charges, comme vous l'avez dit, sur les charges courantes, ont fait des efforts pour essayer de tenir le plus possible les dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques particulières? Oui. Oui, il y a des remarques. Déjà, nous
nous associer au remerciement pour les services. J'en profite à titre personnel pour saluer Monsieur Fesquet et l'accueillir à Pézenas en tant que directeur général des services, puisque j'étais absent la dernière fois, donc voilà. Non, pour moi, le budget, c'est un exercice toujours difficile. Il a été fait de manière, je dirais, intelligente avec la réalisation de programmes pluriannuels d'investissement, avec des autorisations de programme, des crédits de programme. Donc tout ça, c'est structuré, c'est construit de façon, je dirais, fine, avec des services qui ont bien fait leur travail et une collaboration comme elle se doit, je suppose, entre services et élus qui a permis d'aboutir à ce résultat. Non, le souci que nous avons en tant qu'opposition aujourd'hui, il est minorité, opposition municipale, c'est plus d'avoir, on voit aujourd'hui un budget, on voit des éléments comptables, on voit des éléments financiers, et là on est dans une démarche qu'on connaît bien, donc qui nous paraît conforme à un bon esprit. Ce qu'on a du mal à saisir après 3 ans de gestion aujourd'hui quasiment municipale, c'est, on l'a dit l'an dernier, la vision donc pour la ville. On voit beaucoup de choses qui sont faites effectivement, qui sont égrenées au fil de ce budget, des investissements qui sont programmés. Le souci qu'on a aujourd'hui et que doit avoir certainement une partie de la population picénoise, c'est d'avoir une vision claire de la stratégie pour la ville de Pézenas. Aujourd'hui, on apprend c'est pour ça, d'où mon erreur tout à l'heure sur la gendarmerie, on apprend que ce projet est là, c'est un beau projet, c'est une bonne idée pour la ville de Pézenas, donc on ne peut qu'y souscrire, et on y a souscrit tout à l'heure par un vote. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas, en amont, avoir une réflexion qui soit plus partagée? Vous aviez beaucoup critiqué en son temps le manque de partage et de collaboration et de coopération qu'il pouvait y avoir dans l'équipe, le conseil municipal. Moi, je crois que le conseil municipal, ce sont des élus de la République. Ils peuvent être utiles aussi à leur ville, ils peuvent être associés, et la ville mérite, comme vous avez proposé de le faire lors de la campagne pour les municipales, d'être mieux associés. Je crois qu'on est maintenant dans ces démarches-là de démocratie participative qui ne doivent pas être uniquement au stade du verbe, mais qui doivent se traduire concrètement dans les faits et dans l'ancrage, je dirais, avec au premier plan des personnes intéressées, les élus de la ville, les conseillers municipaux. Donc nous, aujourd'hui, on n'y voit pas clair. Par exemple, vous parlez de la gendarmerie, on a entendu parler aussi par des bruits, le bruit qui court, tagada, tagada, comme disait Pierre Dac, on a entendu parler par des bruits de Peyrat, de ce qui se passe sur l'hôtel de Peyrat, du déplacement de l'office de tourisme, première nouvelle, de la clinique avec des discussions avec le président. Donc on est ravi que la clinique reste, et je pense qu'il faut effectivement que la clinique reste, mais on a déjà posé la question, quid de ce qui va se passer au niveau du Qatar, quid des anciens locaux du Qatar, avec aujourd'hui l'installation du Qatar, et on y a travaillé dans le passé en équipe au rond-point au Carrefour de la Paix, mais qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Quid de l'hôtel de Maréchal Pantavit? On découvre Batal aujourd'hui, c'est un projet que vous aviez critiqué dans le passé, qu'aujourd'hui vous réalisez. Moi, à titre personnel, j'en suis ravi, mais je pense qu'à un moment donné, la question se pose d'une discussion globale sur le projet urbain, sur la stratégie urbaine, qui est, à mon avis, la base par rapport derrière à la construction budgétaire, surtout quand on parle de programme pluriannuel d'investissement. Donc il y a cette inquiétude. On a la distillerie coopérative qui, un jour ou l'autre, partira de Pézenas. Est-ce qu'il y a une réflexion? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On entend parler d'une commerçante sur Facebook qui se plaint sur la cession de son fonds de commerce. On n'est pas informé, donc je veux dire, à un moment donné, moi, si demain vous enlevez une verrue de la ville de Pézenas pour réaliser un mail qui permet d'aller de la tour de Peyrat jusqu'à la place du 14 juillet, tout en discutant, je dirais, de façon fine et élégante avec les propriétaires de beaux commerciaux, mais j'en suis ravi. Mais aujourd'hui, on ne sait pas.
Donc, vous avez, dans le passé, monsieur le maire, beaucoup décrié un style de gestion municipale. Aujourd'hui, la demande qu'on peut formuler, et que je formule au nom de la minorité municipale, c'est de mieux travailler en équipe, d'essayer de co-construire les projets, d'essayer d'avoir une réflexion sur le devenir de Pézenas, parce qu'on aime Pézenas, ça nous intéresse tous. Alors, on peut regarder toujours dans le rétroviseur et dire on répare le passé, c'était plus moche avant, etc. Vous savez, tout le travail qu'on a à faire, etc. J'aurais pu le dire, je l'ai pas trop dit, mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas ça qui va faire avancer la ville. Aujourd'hui, qu'on projette, je dirais, Pézenas dans l'avenir, qu'on puisse voir clairement où vous voulez aller, puisque c'est vous qui avez les rênes de la gestion municipale, qu'on puisse, le cas échéant, vous livrer des idées, des projets, et puis à partir de là, la vie est belle, et la minorité municipale sera heureuse à Pézenas. D'abord, je vous remercie pour les compliments sur le bon travail budgétaire et le fait que par des autorisations de programme et des crédits de paiement, on arrive sur une pluriannualité. C'est déjà un changement avec le passé. J'ai aussi entendu que beaucoup de choses se faisaient, donc je suis ravi que ça puisse se voir. Vous auriez pu ajouter quand même, mais je vais le faire, que ce début de mandat, les 3 ans passés, pas encore, quand même est particulier pour une équipe municipale. Je crois que peu d'équipes municipales ont vécu à la fois une crise sanitaire, sociale et économique, une crise comme on la vit aujourd'hui liée à l'inflation, certainement dans les jours qui viennent, et on y est en plein, une crise sociale et démocratique. Ça fait beaucoup sur 3 années de mandat pour une nouvelle équipe municipale, mais même pour les équipes plus aguerries, pour en discuter avec nos collègues. Je pense que d'abord on a agi dans ce contexte-là, parfois palliant l'urgence dès le premier été, aussi sur ce qui avait été prévu avant nous. Hein. Vous voyez, je suis jamais dans le discours ce qui se faisait avant, ça n'existe pas. Au contraire, je crois que j'avais dit qu'on tournait une page, qu'on en écrivait une blanche, mais qu'on ne rayait pas les pages du passé le jour du discours d'investiture. Et le début de mandat, pour ça, a été coriace, ce qui peut de temps en temps, effectivement, donner l'impression que la vision n'est pas présente ou pas suffisamment explicitée. Alors, il y a effectivement ce qui se dit dans le cadre formel d'un conseil municipal qui parfois ne va pas assez loin. Il y a aussi ce qui peut se dire en commission des affaires générales et des finances où finalement la majorité se retrouve souvent seule puisque l'opposition n'y vient pas. Mais il y a aussi ce qui se partage dans les conseils citoyens de la transition écologique ou du patrimoine culturel immatériel. Il y a des rendez-vous de démocratie participative. Je pense à la renaturation de Payne, sous l'égide de la communauté d'agglomération qui, avec la ville, entame une démarche quand même qui est relativement innovante, avec une vingtaine de personnes qui vont se voir 3-4 fois d'affilée sur le terrain pour travailler un sujet précis. Je crois que on y va, c'est quand même un changement dans la pratique. Il y a ces balades de quartier que nous avons fait à l'automne et dans lesquelles nous avons pu librement échanger avec la population, tant sur ce qui ne va pas, parce qu'on sait que ces réunions de proximité ou ces rendez-vous de proximité, c'est d'abord la problématique du quotidien. Mais on a aussi pu avec eux dessiner des rendez-vous un peu plus d'avenir. Il y a ce forum des idées dans le cadre du Festival des idées, que je crois, le Festival des idées, vous décriez pas mal dans la tribune du groupe minoritaire dans le journal municipal qui sort ces jours-ci. Mais il y a un forum des idées qui a par exemple co-construit ou travaillé sur le projet de centre social. Donc y participer, c'était aussi avoir des éléments ou amener des éléments. Je crois que la ligne a été claire. D'abord, c'était assumer nos responsabilités et remettre dans les clous, tant que faire se peut, ce qui devait l'être, et notamment les finances communales. Il y avait des dossiers à sécuriser. Saint-Christol en faisait partie. Je vous rappelle quand même les 5-6 millions de dettes sur ce projet-là qui pouvaient coûter très cher à la ville si nous ne le sécurisions pas. Et la première des choses, ça a été d'aller négocier à l'EPF un étalement qui n'avait pas été négocié. Et nous négocions encore avec elle. Il y a la volonté aussi de préserver ou de ramener des équipements publics, des services publics en cœur de ville.
Et les étages de la Maison du Peuple ont amené l'école de musique, le centre social est une nouveauté, la Maison de la Justice et du Droit en est une autre. De même, peut-être, si nous en avons les moyens, une étude est en cours, la restructuration de toute la cité administrative qui, plus ou moins, est la même depuis Jean Ben ou même avant, et dont il fallait, pour que ces services qui ont grandi trouvent leur place, porter une étude. Donc j'espère que nous la réaliserons et que nous pourrons la réaliser sur plusieurs années. Peut-être d'autres l'achèveront après nous si ce n'est pas nous. Il y a cette attention particulière que nous souhaitons porter à la fois aux déplacements et aux mobilités. Je crois que repenser la circulation dans toute la zone de la cité mixte et du parc des sports, c'était pas une affaire simple à mener et qu'il fallait le faire. Nous le ferons demain aussi avec l'avenue François Curé, après-demain avec Verdun. Verdun, c'est la volonté d'avoir des projets forts, d'investissement forts dans cette ville, dans un moment où doublement on pourrait dire l'inflation vient frapper les entreprises et les marchés publics, ou du moins les marchés dévolus, et donc les marchés dévolus aux entreprises ont fait le choix de maintenir ce projet qui est un projet lourd, mais nous pensons qu'à la fois et je l'ai déjà dit plusieurs fois, les collectivités locales portent une grande partie de l'investissement public et donc de l'emploi dans ce pays, et qu'il est de notre devoir d'essayer de trouver les moyens de maintenir l'investissement public. Je redis ce que j'ai dit, il faudrait que l'État nous accompagne davantage sur certains sujets, il le fait sur une partie, il faudrait qu'il le fasse sur d'autres, ou qu'il le fasse avec les collectivités de strates différentes pour qu'elles puissent nous accompagner. Verdun, c'est aussi l'envie d'affirmer, d'afficher l'attractivité de cette ville et de lui offrir une vitrine d'entrée. Après, vous avez le talent des annonces politiques. Je n'ai jamais évoqué la situation de la clinique Pasteur en conseil municipal parce que je préfère, moi, annoncer les choses quand elles sont signées. Donc vous me permettrez d'attendre qu'elles soient signées, mais effectivement nous avançons sur ce sujet-là qui était un sujet inquiétant pour la ville si la clinique avait dû partir, mais tant que ce n'est pas finalisé, j'ai préféré ni faire des éclats de voix quand certaines annonces ou certaines rumeurs ont été faites, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas prendre les réseaux sociaux en référence pour débattre entre nous, parce que ça n'élève jamais le niveau, et je crois par le passé ne l'avoir jamais fait, ni n'avoir utilisé les réseaux sociaux pour rabaisser le niveau, mais il y a après d'autres projets effectivement qui sont en gestation sur lesquels on peut s'expliquer, mais est-ce qu'il faut annoncer une suite à Pérat tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il peut y avoir une suite et que nous n'avons pas discuté avec les propriétaires privés? Le départ de l'office du tourisme, je pense que vous savez ce qu'il en est, vous savez pourquoi. Le montant du loyer tel qu'il avait été négocié, 200 000 € ou un peu plus par an pour l'office du tourisme, avec 100 000 € qui revenaient à la ville, et ça fait partie des difficultés budgétaires cette année que de ne pas le retrouver, était même pas le montant de la taxe de séjour récupérée sur le territoire de l'ancien office de tourisme de Pézenas. Donc il fallait trouver une solution, et l'office de tourisme ne souhaitait pas continuer à payer un loyer à fond perdu qui ne soit pas non plus au niveau de la taxe de séjour récupérée. Donc elle a cherché de nouveaux locaux et devrait s'implanter place du 14 juillet. De là, d'un commun accord avec la communauté d'agglomération, nous avons dit ou cherché, et nous le cherchons encore, non pas le projet, puisque le projet nous l'avons en idée, ce serait une pépinière d'entreprise culturelle adossée à une maison de la chanson francophone, mais de pouvoir sceller un projet, un accord aussi avec les propriétaires privés, avec différents partenaires publics et privés, pour que ce projet soit tenable financièrement et économiquement, et tant qu'aucun accord n'est scellé, il était difficile de pouvoir le mettre ne serait-ce que sur la table pour ne pas trop créer des débats inutiles en dehors de ce projet. Mais effectivement, en temps et en heure, il sera présenté. Aujourd'hui, on est juste aux phases d'une étude de savoir si un modèle économique existe. Et je crois que c'est avoir de l'ambition pour Pézenas de se dire que cette réputation culturelle, cette vie culturelle qui fait la force de la ville peut être aussi créatrice d'emplois directs. Souvent, elle est créatrice d'emplois indirects parce qu'un festival, parce qu'un rendez-vous, parce qu'une reconstitution historique, parce que une déambulation attire du monde, fait consommer. Là,
là, on aurait la possibilité de se dire, dans cette ville, on crée de l'emploi autour de l'économie culturelle, autour d'entreprises culturelles. Ça reste quelque chose encore en gestation, mais si vous le souhaitez, nous pourrons faire une réunion. Vous savez, je crois que même les collègues du collège de groupe majoritaire peuvent le dire, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas encore rencontré les éventuels porteurs de projets ou ils n'ont pas eu le résultat de l'étude qui est portée par la communauté d'agglomération. Je tiens à le souligner, justement parce que nous souhaitions collectivement une sortie par le haut de Péra. Vous évoquiez le stade Battal. Il n'y a pas plus de transfert du stade Battal que ceux qui avaient en début de mandat quand nous avons commandé une étude. C'est simplement la finalisation de l'étude débutée en début de mandat sur un hypothétique transfert à Castelsec, parce qu'à la différence de ceux que vous pouviez avoir défendu par le passé, le transfert de Battal, vous ne disiez pas où, et nous avions dit, et nous le disons encore, que si Battal doit changer de place, il doit rester dans une zone proche des établissements scolaires pour qu'il puisse continuer à y aller à pied. Cette zone, elle existe avec un terrain vierge non loin du Cap Hôtel, puisqu'ils y vont déjà dans les tennis clubs. Il reste à savoir si techniquement c'est faisable, quel est l'impact financier et même sur le Camp Hôtel d'un tel projet. Donc pour l'instant, nous n'en sommes vraiment qu'à une phase d'étude, mais là aussi, c'est la volonté de rehausser le niveau d'équipement sportif de la ville. Nous aurons peut-être dans les semaines et les mois à venir à travailler sur l'enceinte du parc des sports, sur la déficience thermique que sont les gymnases. L'une des volontés de cette équipe municipale, c'est aussi d'améliorer les équipements qui existent, que d'autres maires, vous, mais d'autres, dans les années 60, dans les années 80, ont pu léguer à cette ville et pour lesquels nous devons être respectueux parce qu'ils apportent tant à cette communauté scolaire de 4000 enfants à peu près qui viennent tous les jours fréquenter Pézenas alors que nous n'avons que 8000 habitants. Alors je crois qu'il y a des projets ambitieux pour la ville. La cave coopérative, nous aurons à en discuter et je vous crois que je vous avais fait la proposition au mandat précédent. Il me semble qu'il fallait un emplacement réservé au PLU précédent. Il n'a pas été mis, donc si nous devions réviser le PLU ou si nous devions le modifier par touche successive comme ça se fait, il faudra un emplacement réservé sur la cave coopérative parce qu'il y a là aussi un projet économique, un projet pourquoi pas culturel, un projet liant les deux à faire parce que c'est un emplacement stratégique de la ville de Pézenas. Mais l'ambition, elle est là, je crois qu'on la témoigne chaque jour, l'engagement des élus aussi, souvent pris par le quotidien, souvent le nez dans le guidon pour les différentes raisons que j'ai évoquées en introduction, mais avec des projets qui peuvent émerger rapidement et être, je le crois, flatteurs pour cette ville et en tout cas laisser quelque chose dans le futur ou apporter quelque chose de nouveau. On a peut-être trop de modestie, on essaye de les annoncer que quand ils sont sûrs pour pas faire trop rêver pour rien et se bercer d'illusions qui deviennent des désillusions quand elles n'arrivent pas. Vous nous trouverez toujours avec vous quand il s'agit de ne pas faire d'effet d'annonce non suivi d'effet, parce que c'est la pire des choses, c'est toujours déceptif, mais par contre, il y a une réflexion en amont à faire sur des projets importants. Quand vous me parlez par exemple de ce qui a été fait autour de la cité scolaire en termes de circulation, mais on évoquait l'autre jour le besoin qu'il y avait en début de mandat d'avoir une stratégie globale sur le plan de circulation. On n'a pas, on fait des choses par petits bouts qui sont à présenter au fur et à mesure à la population, mais la démarche d'un plan de circulation, c'est une démarche compliquée, c'est une démarche douloureuse, c'est on prend des coups, mais par contre, ça permet derrière de décliner des opérations de façon beaucoup plus cohérente et structurée. Moi, si vous voulez, sur la vision globale, aujourd'hui j'entends ce que vous dites et j'entends avec intérêt ce qui peut se passer en termes de densification des industries créatives et culturelles sur Pézenas et des effets induits en termes d'emploi direct. Donc je crois que là il y a des choses à faire sur l'économie verte certainement aussi. Il y a beaucoup à porter à Pézenas et quand je vois ce qu'a fait Montsartou, que je cite souvent Marie Ballesteros sur la maison du développement durable et de l'alimentation durable,
Bon, c'est vrai qu'il y a des vraies filières qui sont à créer. À ce propos, dans le budget, on n'a pas entendu parler des abattoirs qui ne sont pas aujourd'hui municipaux, mais on ne sait plus où on en est de la situation des abattoirs. Aujourd'hui, le conseil municipal n'a plus connaissance de ce qui se passe au niveau des abattoirs municipaux. Donc, on a aujourd'hui une réflexion à avoir sur la ville, avec des dossiers qui ont été abandonnés, comme le thermalisme qui existait, qui aujourd'hui n'est. Quand je dis abandonné, je veux dire que là, on les met à 20 ans. La possibilité de faire un thermalisme aujourd'hui, on devrait avoir un projet qui soit abouti. Donc ça tombe bien, j'habite plus à côté, j'aurais plus les critiques me disant que, mais on avait au niveau du thermalisme un vrai projet de richesse pour Pézenas, avec un hôtel 5 étoiles qui apportait 100 chambres donc sur la ville de Pézenas. Alors bien sûr, on dit on attire des riches, mais on a besoin aussi d'attirer des gens qui aient du pouvoir d'achat pour aller dépenser dans les commerces pissénois, pour aller faire vivre nos métiers d'art, pour aller faire vivre nos antiquaires, nos brocanteurs, nos vendeurs de vin, etc. Je crois que ce projet-là, c'était un projet haut de gamme. Bon, il était peut-être pas politiquement acceptable, mais par rapport à votre équipe. Mais je pense que c'est dommage, parce que c'est un projet qui était important et qui permettait à Pézenas d'avoir aux portes de la ville, à proximité de cette source de Peine, quelque chose de vraiment d'hors du commun, d'exceptionnel, et qui tirait la ville vers le haut. On a besoin aussi, à ce niveau-là, de tirer la ville vers le haut. Il y a aussi le parc Lépine, où on a appris par la bande que le parc Lépine était vendu. J'ai appris ça comme ça à un riche industriel, me dit-on, de Ruthénois, mais tant mieux pour lui, et je crois que son projet privé sera certainement une bonne chose pour la ville. Mais il y avait certainement un projet public à faire. Quand on a travaillé sur le parc Lépine, on avait travaillé avec l'établissement public foncier, Occitanie, pour avoir quelque chose qui permette aussi de garder sur ces 135 hectares clos d'enceinte, avec une histoire et un patrimoine là qui sont essentiels aux portes de Pézenas. On avait la possibilité de faire des lieux de balade pour les Pissénois et de faire aussi de l'écotourisme avec des choses un peu sympathiques qui permettaient là aussi d'attirer de la richesse sur la ville de Pézenas. Donc peut-être que nos projets ils sont pas totalement antagonistes, peut-être qu'il y a des choses qui sont possibles et souhaitables pour la ville de Pézenas, peut-être que vous n'avez pas abandonné le thermalisme, mais on n'a pas peut-être la même vision du thermalisme. En tout cas, je pense que tout ça sont des choses qu'il faut débattre en amont. Quand je t'en parlais de géothermie à Saint-Christol, je suis content parce qu'il y a des années qu'on en parle, mais de la géothermie et de Saint-Christol d'ailleurs, des deux. Mais à un moment donné, je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on ait en amont, qu'on connaisse en amont, qu'on discute. Serge Ivora a des choses à dire sur le patrimoine pissénois. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des soins à apporter, il y a un soin à apporter à ce patrimoine pissénois qui peut être aussi un soin apporté par l'ensemble des citoyens de cette ville, et c'est cette implication des habitants qui est importante et qui peut partir aussi d'une démarche un peu plus, je dirais, soudée au niveau du conseil municipal que vous avez souhaité de vos voeux, qu'on n'avait pas pu réaliser, et c'est dommage. Alors quand vous dites après l'absentéisme des élus en commission d'affaires générales, je crois qu'on a essayé d'être là le maximum possible. Les élus qui étaient désignés, bon après effectivement il y a des horaires qui ne correspondent pas forcément aux élus qui sont désignés, et ça aussi peut-être qu'on peut en discuter pour améliorer les choses et pour être plus présent, mais par contre, vous savez que ma demande, elle est même en amont par rapport à ces commissions. Quand on arrive en commission d'affaires générales, les projets, ils sont prêts, ils sont finalisés, ils sont bouclés. Vous avez des services suffisamment compétents et des élus qui sont là pour faire que ça arrive et qu'il y ait juste des ajustements à faire. Mais en amont, ce débat me semble essentiel pour partager l'avenir de Pézenas et pour faire que on vive encore mieux à Pézenas. C'est toujours un peu compliqué de répondre. On passe de l'abattoir au thermalisme, du thermalisme à Montsartou. Enfin, on voyage pas mal. Vous avez dit, nous n'avons pas la même conception du thermalisme. Je vous confirme, nous n'avons pas la même conception du thermalisme, et nous en avons débattu pendant les élections municipales, et les Pissénois ont fait un choix. Ce qui était proposé dans la zone dite des Moulières, je pense que c'était un hôtel avec un spa. Ce n'était pas foncièrement du thermalisme. Le choix d'un maire jeune
d'un renouvellement d'un maire jeune par rapport à un maire âgé, de là à critiquer d'une étiquette politique, etc. Sûrement. Après, derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a certains projets que vous avez récupérés et que vous avez gardés. Celui-là pourrait faire partie, ou pouvait faire partie des choses gardées. Voilà. Je redis ce que j'ai dit au premier jour. Une page se tourne, une nouvelle s'écrit, nous n'aurions pas celle du passé. Et je redis. Donc, nous n'avons jeté aucun bébé avec l'eau du bain, nous avons continué le projet, nous en avons sécurisé certains, financé d'autres. Si on parle par exemple du centre aquatique, il n'y avait pas, la part de financement de la ville n'était pas convenue, la façon dont elle le paierait non plus, les terrains n'étaient pas transférés, le projet d'établissement n'était pas écrit. Et ben oui, c'est l'histoire d'une collectivité qui connaît une alternance ou le passage d'une équipe à une autre. La suivante concrétise ou avance les projets. Sur le thermalisme ou sur le thermoludisme, nous travaillons sur un projet et nous l'avons toujours dit, et je crois que je l'avais dit pendant la campagne, sur un projet qui pour nous doit être au cœur du quartier Saint-Christol et c'est la manière de le réorienter. Donc là aussi, ça prend à la fois du temps, c'est aussi des calendriers qui se chevauchent ou qui s'entrechoquent parce que le calendrier du projet Saint-Christol, eh bien, il n'était ni arrêté, ni structuré, ni cadré quand nous sommes arrivés. Donc nous essayons que ces calendriers puissent s'épouser et fonctionner de concert. C'est comme cela que nous avons défendu l'idée qu'un réseau de chaleur pouvait se faire dans le quartier Saint-Christol. Nous aurions souhaité trouver un dossier du quartier Saint-Christol avec le réseau de chaleur dedans. Il n'y était pas. Donc nous avons proposé à l'aménageur de l'intégrer. Est-ce qu'on arrivera au bout? Je ne le sais pas. Donc c'est pour ça aussi que nos annonces sont mesurées. Vous me parlez de l'abattoir et qui ne revient pas en conseil municipal. S'il faut faire une séance sur l'abattoir, nous le ferons, mais ce n'est pas moi qui ai transféré l'abattoir à la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, nous travaillons de bonne intelligence avec le nouveau président de l'abattoir qui est Frédéric Rouag pour que cet abattoir demeure à Pézenas et continue à être à Pézenas. Je crois qu'il a une activité qu'il n'a jamais eue par le passé, notamment parce qu'il y a eu des choix d'investissement faits. Il faut qu'il puisse s'adapter et adapter sa capacité de travail à cette activité nouvelle et renforcée, mais aussi sécurisée pour que cette activité reste et ne baisse pas du jour au lendemain comme ça peut arriver. Mais si vous le souhaitez, qu'un jour on ait un débat sur l'abattoir de Pézenas, on pourra faire venir, enfin il vote son budget vendredi, on pourra demander à Frédéric Rouag de venir ici. Je crois qu'il y a d'autres choses à imaginer autour de l'abattoir qui n'ont pas forcément été imaginées par le passé, mais ça prendra du temps. Mais de l'écoute que nous avons tant du directeur que de ceux qui ont présidé la structure, la ressource humaine est quelque chose de plus complexe qu'avant à trouver à l'abattoir, notamment parce qu'il n'y a pas de filière de formation liée à l'abattoir. Donc est-ce qu'un abattoir comme Pézenas, qui est un abattoir qui abat plusieurs types de bêtes, plusieurs races de bêtes, n'est pas le lieu idéal pour imaginer une filière de formation avec la région ou d'autres? Parce que généralement, les abattoirs sont assez monotâches ou spécifiques sur une tâche. À Pézenas, nous avons la chance que ça ne soit pas le cas. C'est peut-être des réflexions à mener. Vous dites, le plan de circulation, vous y allez touche par touche, la cité mixte, et puis autre chose. La stratégie globale, elle existe. Hein. La cité mixte, elle relie la piste cyclable qu'il y a entre Tourbe et Pézenas à la piste cyclable qui a été faite à la Fessine. De même, François Curé reliera la Fessine à l'avenue de Verdun et restera à faire la portion du boulevard Général de Gaulle qui manque pour qu'il y ait un réseau cyclable à Pézenas assez cohérent qui justement n'attaque pas bout par bout et il faudra continuer ainsi pour avancer pour que Pézenas se dote d'un réseau cyclable le plus efficient possible et je crois que pour le coup on verra in fine que la stratégie globale elle était pertinente ou non, mais en tout cas elle existait, il y a réellement une stratégie alors que nous la partagions davantage. Je l'entends et nous ferons en sorte de la partager davantage, mais quand les questions nous sont posées, nous y répondons et s'il y a besoin de rendez-vous ou de réunion de travail pour cela, on y répondra sans aucun souci et on présentera la stratégie globale qu'il y a pour cette ville qui est de la rendre toujours plus attractive et d'explorer les filons qui font de sa particularité. Vous avez parlé de Montsartou, vous avez parlé d'agriculture, mais vous avez voté contre le bail amphithéotique fait à la Fondation Terre du Lion pour qu'il y ait un projet agricole à Rue Bellebasse, haute.
Enfin, l'Oribel tout court. On a voté contre Terre de Liens à l'époque parce qu'on n'avait pas les éléments, encore une fois. Je veux dire, il y a parfois des problèmes de méthode qui feront que nous voterons contre si nous n'avons pas l'information au bon moment. Donc je pense qu'aujourd'hui, la demande, elle est claire. C'est de dire, nous, on souhaiterait avoir l'information le plus en amont possible. Et je pense que la ville gagnerait à ce que cette information soit partagée de manière le plus en amont possible. Ma remarque s'arrête là. Si on a voté contre le projet Terre de Liens, on a évoqué la dernière fois, vous prenez cet exemple, monsieur le maire, mais nous avons aujourd'hui voté pour le projet de TAM, mais la dernière fois, on a observé que nous avions un jumelage avec Weikersheim qui était potentiellement intéressant, un jumelage avec Oberstdorf qui avait été envisagé à l'époque de Jean Ben. Donc la question se posait, et on l'a posée, on n'avait pas les éléments. Bon, derrière, les choses avancent, on ne va pas dire aux gens de TAM que les Picénois, il y a des Picénois qui ne veulent pas qu'il y ait ce jumelage. Ça serait dommage, si on fait un jumelage, autant y aller ensemble avec le drapeau picénois porté d'une seule main. Hein. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est cette solidarité picénoise qui fait que ce qui nous rapproche est parfois plus important que ce qui nous divise. Et qu'à un moment donné, si on ne voit pas les choses, on ne pourra pas construire de façon la plus efficace possible. Voilà, l'appel que nous lançons est celui-ci, et je pense que je relais l'opinion de la minorité, de l'équipe minoritaire municipale. Très bien. Sur Terre de Liens, il y avait quand même une réunion publique présentant à la fois le diagnostic foncier qu'ils avaient fait et les possibilités sur l'Oribel. Mais bon, je l'entends, nous essaierons de travailler de meilleure manière et de manière plus ouverte ou plus partagée si besoin en est exprimé, mais ne doutez pas de à la fois notre engagement et notre ambition pour cette ville. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions particulières sur ces budgets primitifs 2023 qui quand même représente, je veux le dire, plus de 6 millions d'investissements pour la ville et nous parlions mobilité, un changement en termes de parking périphérique avec 2 gros parkings périphériques qui pourraient arriver dans l'année ou dans les années à venir et donc essayer d'améliorer la circulation et le partage du stationnement en cœur de ville. Je passe donc aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui... Hop, attendez, alors l'abstention dans les rangs de l'opposition et qui est pour dans les rangs de la majorité. Je vous remercie. Et donc, je passe la parole à Thomas Guiraud pour un pump track. Merci, bonsoir. Donc, Monsieur le maire rappelle que la ville de Pézenas souhaite améliorer et développer les équipements sportifs afin de promouvoir la pratique du sport et renforcer l'attractivité de la commune par la création d'un pump track. La nécessité de créer ce nouvel équipement correspond à des besoins exprimés par les amateurs de sport de glisse et de sensations fortes, mais aussi suite à un diagnostic réalisé par le service jeunesse, confirmé par les propositions du conseil municipal des enfants, qui seront présentées lors de la prochaine séance plénière. Cet équipement de loisirs de nouveau genre à la mode dédié au sport et à la jeunesse complétera nos équipements existants au parc des sports, donc City Stade, le terrain de street. Il permettra de créer un nouveau lieu de rencontre et d'échange répondant à une pratique sportive individuelle libre. Le pump track est un parcours en boucle fermée à destination de tout public à partir de 3 ans, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Le parcours est enrobé de bitume et accessible aux vélos, trottinettes, skate, rollers et même aux fauteuils roulants. Il sera implanté dans la continuité du futur parking avenue Tastaven-Llopis et d'une future aire de repos arborée et pas de jeu. Le coût prévisionnel du projet de pump track s'élève à 66 666 €, c'est le pump track du diable, hors taxe, soit 80 000 € TTC. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès du département de l'Hérault, de la région Occitanie, de l'État et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Il faudra soit pas être superstitieux, soit espérer que les marchés publics nous réservent des surprises pour changer le chiffre final. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Georges Lopez pour la demande suivante. Donc, je disais, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la ville de Pézenas est la seconde centralité
au sein de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. À ce titre, des flux de circulation importants sont générés tant pour répondre aux besoins classiques de desserte, mais aussi lors de manifestations culturelles et touristiques essentielles au dynamisme économique de la ville. La ville souhaite donc accroître sa capacité de stationnement en proposant un nouveau parc gratuit de 123 places. Le site du projet de parking est situé chemin de l'Amandier et sera lié au cœur de la ville grâce à un cheminement piéton. La zone de stationnement projetée sera aménagée sur des terrains communaux. Elle sera composée en partie est par du stationnement dédié aux bus, en partie centrale par du stationnement dédié aux personnes mobilité réduite et en partie ouest par une zone pour véhicules légers avec une sortie sur le chemin de Pézenas à Kaunas. Est-ce qu'il y a des questions? Il fallait que je tourne la page. Les travaux donc, débuteront après obtention des autorisations d'urbanisme. Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à environ à 330 000 €. Monsieur le maire donc, sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès du département de l'Hérault, de la région Occitanie et de l'État et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Non, juste que ce sont des projets très intéressants, hein, le pump track également, donc félicitations pour ces projets-là. Et sur le parking, de toute façon, c'est l'extension donc de ce qui avait été fait jusqu'ici. C'est un parking qui va être le long de la voie ferrée sur les terrains communaux. Voilà, classiquement jusqu'au SICTOM. Et là aussi, je serais tenté de poser une question quid de ceux qui hier appartenaient au SICTOM, quel avenir pour ces dossiers-là sous vous? Oui, mais donc tout ça. Et vous l'aviez vendu quand vous étiez président du SICTOM, puisqu'il y a des entreprises à la place. Vendu à Monsieur Pagès. Non, mais tout à fait. Mais donc derrière, donc comment vous voyez les choses, comment ça va être relié à ces entreprises, etc. Sur la question. Parce qu'il y a Magne aujourd'hui qui reste là et qui était un nid, voilà, avec des soucis par rapport aux pigeons qui attirent, voilà. Donc c'est cette approche globale. Comment est-elle aujourd'hui caractérisée? L'approche globale, les entreprises sont sur place, donc le problème de Magne lié aux pigeons, nous l'avons réglé en début de mandat et nous sommes en contact avec l'entreprise quand il le faut. Sur l'emplacement des entreprises, elles sont là et la ville n'a pas, ou alors elle aurait dû l'avoir au moment de la vente par le SICTOM, le moyen d'acquérir ces locaux-là. Aujourd'hui, notre volonté, c'est le long de la voie ferrée sur les terrains qui appartiennent à la ville, de réaliser des espaces de stationnement qui seront reliés, nous sommes en discussion là par contre avec les propriétaires de la gare de Midi, à la gare du Midi et l'avenue du Verdun par un petit cheminement piétonné qui permettra d'accéder rapidement à l'avenue Verdun et aussi de décongestionner certains stationnements de l'avenue du Verdun qui sont des stationnements de travailleurs qui se garent là et qui, parce qu'à défaut d'avoir des possibilités à proximité de stationnement et en parallèle, l'aménagement qui se fera donc par étapes servira aussi de zone de chantier au futur chantier de l'avenue de Verdun. Il y a une réflexion qui pour le coup là est cohérente. Il y avait du terrain municipal en bande qui permettait d'accueillir du stationnement périphérique comme nous étions engagés dans la campagne électorale et nous le faisons en le reliant par des cheminements sécurisés au cœur de ville comme nous le ferons aussi pour Tastavel-Lopis, mais c'était au sujet du précédent conseil municipal. Je repose la question sur le SICTOM en la précisant. Le SICTOM a vendu hier les terrains de Delot, avant les terrains qui étaient à l'Arnette. Donc le SICTOM... Comment ? C'est pas vendu. Ben voilà, donc alors moi j'apprends que c'est vendu, puis on nous dit que c'est vendu, puis c'est pas vendu, donc voilà. Quid de ce qui va se passer au niveau du centre de tri avec le déménagement, voilà, etc. Et qu'est-ce qui va se passer chemin de l'Amandier avec le jour où les camions du SICTOM qui sont là et qui passent là vont partir parce que de toute façon tout ça va... Le déménagement du chemin de l'Amandier n'est pas à cette heure d'actualité puisque nous avions interrogé le SICTOM pour une entreprise qui avait besoin d'espace et qui estimait que ces terrains ou locaux-là étaient en capacité de les accueillir puisqu'ils avaient des engins assez conséquents. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Le déménagement du centre de tri
Il y a des réflexions en partie avec le département parce que l'agence des routes doit trouver elle aussi de nouveaux emplacements, mais ça reste des réflexions. Là aussi, le CICTOM est comme toutes les collectivités actuellement, il prend de plein fouet l'inflation, peut-être plus que d'autres parce que il y a de grosses dépenses, on le sait, de carburant liées à son activité principale, donc essaye de rationaliser son patrimoine immobilier. Donc à ce titre, a mis en vente ce que vous aviez fait acquérir en tant que président à l'Arnet, et pour l'instant a trouvé des acquéreurs qui se sont désistés plusieurs fois pour des acquéreurs différents. Donc, effectivement, il y a des allers-retours. Mais vous voyez, si on annonçait la vente de ces locaux-là, jusqu'à ceux qui sont vraiment signés chez le notaire, plus que le sous-seing privé, on ferait des annonces qui seraient certainement des annonces fausses, puisque on en est certainement à 3 personnes qui ont émis le souhait et qui ne sont pas allées au bout de leur volonté. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour donc cette demande de subvention sur la réalisation d'un parking chez le maire de l'Amandier? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc c'est Jean-Marie Bosquet qui va nous parler des toitures du musée. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre de l'entretien des édifices publics ou religieux appartenant à la commune, des travaux d'entretien urgents ont été identifiés, notamment sur le musée de Villot-Saint-Germain. Cet édifice inscrit au titre des monuments historiques nécessite une réfection des toitures A et B. Le montant estimatif de ces travaux avait été évalué à 15 079 € hors taxes et une participation financière avait été sollicitée et obtenue auprès de la DRAC. Suite au diagnostic réalisé par M. Trabon, architecte du patrimoine, le coût de ces travaux est estimé aujourd'hui à 43 777 € hors taxes. Dans ce contexte, M. le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subventions supplémentaires auprès du département de l'Hérault, de la région Occitanie, de l'État et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et la prochaine, c'est Julie Garcin-Sodo pour des horloges astronomiques. Oui, les noctambules ont dû voir qu'à partir de minuit, donc la ville s'éteignait. Du coup, afin de gagner en autonomie dans la gestion de l'éclairage, l'installation d'horloges astronomiques dont la durée de vie est non limitée, ni pile ni batterie, et qui consomment très peu est envisagée. Ce dispositif permettra de définir des périodes de décalage crépusculaire, des coupures hebdomadaires et des périodes de coupures exceptionnelles liées notamment aux manifestations. Le coût de la fourniture et de l'installation des 49 horloges s'élève à 29 400 € hors taxes. Dans le cadre de ce projet, la maîtrise de l'énergie, Hérault-Énergie, peut accompagner les collectivités. Monsieur le maire sollicite donc le conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes d'aide financière auprès d'Hérault-Énergie et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette opération. Merci. Il s'agit donc d'être autonome et de ne pas avoir à appeler chaque fois le prestataire du PPP qui facture évidemment les réglages des bornes horaires chaque fois qu'on veut les changer. Donc la ville suppose qu'on puisse ponctuellement les modifier ou par saison les modifier. Donc le mieux est d'être autonome pour ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et Thomas Guiraud à nouveau pour une demande de subvention. Allez. Donc la ville de Pézenas souhaite organiser le week-end des 9 et 10 septembre 2023 la deuxième édition du festival du jeu vidéo et du numérique en direction de la jeunesse, des familles et plus largement des citoyens pissénois. Celui-ci sera organisé par le service jeunesse municipal pour un coût prévisionnel de 4 000 €. De nombreux partenaires locaux et extérieurs seront présents. Au programme, donc, des jeux sportifs, des blind tests, des professionnels du numérique, des bornes d'arcade, une play-site, je vous en dirai un peu plus sur ça, un atelier de réparation, montage de PC et beaucoup d'autres ateliers, mais également de la sensibilisation au monde du virtuel ainsi que des débats. Des professionnels seront présents pour présenter leur domaine d'activité lié au numérique et ou aux jeux vidéo, créant peut-être des vocations parmi les participants. Des animations en lien avec la Coupe du Monde de rugby seront également au programme de cette manifestation. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès des partenaires CAF et de tout autre organisme qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette action. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Je vous remercie. Le point 18, je laisse la parole à Julie Garcin-Sodo. Tout à fait. Donc, la ville souhaite instaurer par délibération motivée le régime de la déclaration préalable pour l'édification de clôtures sur l'ensemble de son territoire, à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière non électrifiée. L'obligation de déposer une déclaration ou DP et d'obtenir une autorisation préalablement à l'édification d'une clôture permettra de mieux préserver le patrimoine bâti et paysager de la commune. De plus, les clôtures présentent un intérêt paysager et peuvent comporter des enjeux liés aux risques susceptibles d'être identifiés dans le cadre de la procédure. La révision du plan local d'urbanisme approuvé le 18 mai 2021. Il conviendra donc d'exercer un contrôle sur l'édification des clôtures intervenant sur le territoire pour répondre à l'objectif d'amélioration du cadre de vie. Il est proposé donc de soumettre à la déclaration préalable l'édification des clôtures sur l'intégralité du territoire, à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole. Voilà, ça évitera d'avoir un petit désordre, des fois esthétique, avec des hauteurs différentes, une opacité, etc. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Il y a juste une observation, c'est que ça va faire du boulot encore, bien sûr. Moi, on a le souci des fils dans la ville, notamment de tous ces câbles qui sont en train de pourrir le centre historique. Est-ce que les moyens, après on me dit, quand je pose la question en conseil municipal, on me dit on n'a pas les moyens, et j'entends qu'on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on a les moyens de rajouter des couches d'obligations, alors que derrière on se retrouve avec des difficultés pour suivre déjà les autorisations délivrées? C'est juste une question. Et je m'arrête là. Je répondrai que la difficulté pour mettre les moyens, c'est aussi quand on n'a pas l'outil, certes, mais quand on n'a pas le moyen d'utiliser l'outil. Donc là, pour le moment, comme dans le cadre légal, il n'y a rien qui parle des clôtures, on peut arriver à être démuni et à ne pas pouvoir intervenir sur des créations artistiques de j'ai tout récupéré et j'ai monté une clôture pour protéger mon terrain. Voilà, donc ça permet d'avoir aussi, quand on a des débordements, de pouvoir intervenir. Après, au niveau effectivement du service du centre historique, malheureusement ça date pas de maintenant et je suis persuadée que plus on aimera et plus on expliquera comment ça se passe, plus les administrés, les citoyens viendront au service technique comprendre comment on déclare et on monte les travaux, et moins il y aura de désordre. Mais c'est long, c'est de l'éducation et du civisme. Voilà. Serge. Bonsoir à tous. Moi, je pense quand même qu'il faudrait faire un effort auprès des agences immobilières et aux notaires aussi, qui vendent des appartements tout azimuts sans donner les contraintes d'un centre historique. Vas-y, t'as pas fini peut-être. Bon, deuxième question. Je vais parler du puits de la butte du château. Alors, si on peut voter sur la délibération et après attaquer les questions diverses, ça sera bien. Hein, on finit juste. Le problème, il y a aussi le problème qui serait intéressant, c'est de sensibiliser les employés municipaux au patrimoine en leur donnant des cours de formation, exemple sur les pavements, et aussi il y a un problème assez grave, les entreprises du bâtiment sont en voie de disparition, la main-d'œuvre est sous-qualifiée, il reste 2 ou 3 entreprises compétentes sur le secteur, mais beaucoup d'entreprises extérieures viennent sur le Picénois, ils font des travaux n'importe quoi. C'est quand même scandaleux ce qui se passe dans le centre-ville. Et surtout le dimanche, il y a des travaux. Voilà, je veux savoir ce qu'on peut faire. Réponse à plusieurs fois, je ferai après toi, Julie. Alors, du coup, c'était quoi la première déjà? Ah oui, alors, on a mis en place quand un citoyen achète une maison, il y a une DIA, donc il y a un CU obligatoirement qui arrive, et on a rajouté dans notre courrier du CU, à l'attention du notaire et du nouveau propriétaire, le règlement et dans lequel est le zonage avec toutes les contraintes ou non, et donc toutes les explications qu'il va devoir appliquer, et notamment aussi de venir vers les services techniques et de pas hésiter, s'il est en zone de secteur sauvegardé, de venir chercher les informations. Donc, le citoyen qui nous dit « je ne savais pas qu'il fallait faire une DP ou un permis pour mon projet dans ce bâtiment », c'est qu'il n'a pas lu les documents et qu'il a signé alors chez le notaire vraiment avec une confiance absolue peut-être, mais c'est faux. Les informations, ils l'ont. Après, on communique énormément quand même avec
les professionnels. Maintenant, des fois, il y a des choses qu'ils ont peut-être pas envie de dire parce que c'est contraignant, effectivement, d'avoir un patrimoine classé et ça demande de vouloir le faire vivre et de le respecter dans les règles de l'art. Et après, en ce qui concerne les entreprises, je suis d'accord avec toi et je crois que je suis bien placée. Ce qu'il y a, c'est que on peut pas interdire le citoyen de prendre l'entreprise qui malheureusement va pas être d'ici et va offrir une prestation moins chère et des fois peut-être incapable. Enfin là, on n'a aucune autorité, mais je ne vois pas ce que la ville là pourrait faire à part suivre un maître d'œuvre et que le maître d'œuvre conseille et regarde et une lecture professionnelle sur le devis que l'administré va recevoir. Juste pour compléter ce qu'a dit Julie, d'abord, vendredi matin, on fait une réunion à l'attention des professionnels de l'immobilier et d'éventuels investisseurs pour présenter les dispositifs fiscaux liés à Petite Ville de demain et à l'opération de revitalisation du territoire. Les services techniques et l'urbanisme seront évidemment présents pour rappeler les règles fondamentales de ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cœur de ville lorsqu'on débute des travaux. Depuis le début du mandat, nous avons mis un agent supplémentaire dédié aux infractions d'urbanisme et qui concerne tant le cœur de ville que la campagne pissénoise et c'est une tâche sur laquelle il est assidu. Et nous avons aussi à la fois mis en place un plan de formation pour les agents municipaux, je regarde Benoît Blanc, pour bien dire ce qu'est la règle, qui n'existait pas avant notre arrivée, mais surtout nous avons fait de la formation un des éléments dans la promotion des agents municipaux, donc nous leur proposons dans la mesure du possible et dans la mesure où ces formations existent aussi, puisque c'est quand même assez normé, les formations des collectivités territoriales, la possibilité de se former à tout âge de leur carrière et à tout moment. Donc nous essayons de mettre les moyens, ou en tout cas nous faisons les efforts pour les mettre, et nous travaillerons à des documents peut-être plus explicites d'information et de communication sur le fait de déclarer les travaux, le fait de les faire en bonne et due forme avec l'urbanisme pour l'avenir. Mais là aussi, chaque notaire et chaque acquéreur est saisi, Julie l'a bien dit, par courrier au moment de la vente de ce qu'il doit faire ou ne pas faire, que ça soit un secteur sauvegardé, que ça soit sur un espace naturel sensible, que ça soit sur une zone inondable. Donc quand il le fait, il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Voilà. Et on n'a aucun scrupule à se tourner vers lui et à verbaliser ou aller plus loin. Et parfois, quand on attaque en justice, on n'a pas les outils, d'où la délibération d'aujourd'hui, qui doit nous donner aussi ces outils-là, parce que il n'y a pas que la prévention, et il y a aussi la répression dans ce domaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je peux, sur ce point-là, évidemment, j'ai bien entendu qu'il y avait une question diverse. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Vous avez eu les différentes décisions du maire, qu'elles concernent ou non les marchés publics. Est-ce qu'elles appellent les observations de votre part? Et donc, Serge, je te laisse la parole pour une question diverse. Oui. C'est juste pour la butte du château. Il y avait un magnifique puits qui a été bouché. Je veux savoir ce qu'il en est, parce que quand même, c'est un puits qui a presque 900 ans. Dans le puits, les archéologues fouillent les puits, les archéologues spécialisés dans l'archéologie profonde pour retrouver nos racines. Et au fond de ce puits, je pense, c'est un puits qui est très symbolique. L'eau est symbolique dans un château. On ne fait pas de château s'il n'y a pas un puits. Et je crois qu'il faudrait essayer de retrouver ce puits et plus tard essayer de le vider. Peut-être qu'il y a quelque chose de très intéressant pour notre patrimoine. Alors je veux savoir ce qu'on va faire de ce puits bouché et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous m'aviez saisi de la question un jour, ou en sortie du conseil municipal ou dans la rue, je ne sais plus, Serge. J'avais saisi la communauté d'agglomération, je n'ai pas de réponse. La première des réponses, c'était qu'il ne semblait pas que ce soit les travaux opérés sur les réservoirs d'eau qui aient bouché le puits, ou du moins ça n'était pas prévu dans ces travaux, qui, je rappelle quand même, ont été des travaux gigantesques pour préserver la ressource en eau, puisque les bassins n'étaient plus étanches, donc il était nécessaire de le faire. Donc, je ressaisirai la communauté d'agglomération de cette question, et si vous le souhaitez, on fera soit une réunion de travail, et si c'est pas avec le service des eaux et de l'assainissement, ça sera peut-être avec le service patrimoine qui a à cœur de préserver le patrimoine communal et intercommunal. D'accord. En plus, j'avais peut-être... il reste une tour du château. La dernière tour, il y a la partie qui est conique, et puis ça monte, et de cette tour, on ne pourrait pas, peut-être un jour, la remonter un peu plus haut pour un belvédère, pour admirer toute notre
vu. Voilà Le là, casse- une question que Cathy Emma, la BF, va, va prendre plaisir à répondre. Il faudra lui demander, vraiment. Je ne sais pas du tout si elle serait capable d'accepter une élévation de la tour, mais ça peut être... La priorité d'ici la fin du mandat sera de sécuriser au moins la partie avant pour la réouvrir au public. Mais je peux pas promettre la tour maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non? Ben, je vous souhaite donc une bonne soirée à toutes et à tous. Merci.